Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà connectés. Je vais attendre un petit peu. OK. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup de vous être inscrits en nombre pour ce webinaire sur l'hypersensibilité. Il y a plus de 3500 inscriptions. Donc, voilà, je suis hyper contente. C'est un webinaire qui va durer 1 heure, donc qui se terminera à 11 heures. Et puis, alors, je vais vous présenter deux, trois points techniques avant de commencer. Sur le côté, vous avez un chat où vous pouvez poser des questions. Ces questions, je ne pourrai pas y répondre pendant le webinaire, mais j'y répondrai à la fin pour un temps de questions-réponses de 15-20 minutes. Voilà, je pense que c'est tout pour les précisions logistiques. Alors, c'est un webinaire qui est présenté par moi-même et par Gérézo. Gérézo, qui est un organisme de formation initialement spécialisé dans les RH, dans la protection sociale, mais qui a un catalogue très varié sur ses propositions de formation. Et donc, aujourd'hui, présenter en 1 heure. Donc, ça ne pourra pas être exhaustif, mais l'idée, c'est de vous donner un maximum d'informations. Je vais vous parler d'hypersensibilité et plus particulièrement d'hypersensibilité au travail, dans le cadre professionnel et comment s'épanouir quand on est hypersensible ou quand on ne l'est pas et qu'on a envie de travailler avec des personnes hypersensibles et de les comprendre. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les slides, je pense que oui. A priori, c'est bon. Alors, je vais d'abord me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Aurélia Monaco. Je suis coach, formatrice. Je suis également maître Reiki et photothérapeute. J'ai créé il y a 3 ans Ici et Ailleurs, par laquelle je propose et je crée des accompagnements individuels, collectifs, qui vise à apprendre à se connaître, à mettre plus de sens dans sa vie. Donc, ça peut être pour des particuliers, mais ça peut aussi s'adresser aux entreprises qui ont envie voilà, d'avoir une activité en accord avec leurs valeurs. Donc, je suis également formatrice pour Gérézo et j'ai des programmes dédiés à l'hypersensibilité de manière individuelle ou en groupe. Auparavant, j'ai été avocat fiscaliste, et j'ai choisi de changer de voie. Et j'essaierai en fait dans ce webinaire de ponctuer des exemples issus de mon parcours, puisque vous l'imaginez, je pense, si je propose un webinaire sur l'hypersensibilité, c'est que je suis moi-même hypersensible et que le fait d'être hypersensible n'est pas du tout anodin avec mon choix de reconversion professionnelle et la façon dont j'ai envie d'exercer aujourd'hui. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai découvert pour ma part être hypersensible à 33 ans, donc juste après avoir quitté le salariat, qu'il n'est jamais trop tard pour le découvrir et pour apprendre à se connaître. Alors, comme on a 1 heure, je vais rentrer dans le vif du sujet, mais avant, quelques précisions sur l'intention de ce webinaire. En fait, il est de vous donner des informations un petit peu plus claires sur ce qu'est l'hypersensibilité. De vous donner des ressources pour que vous puissiez vous-même vous comprendre. Si vous n'êtes pas hypersensible, voilà, c'est aussi un autre point dont je voulais parler, c'est que ce n'est pas un webinaire uniquement dédié aux personnes hypersensibles. Ça peut concerner d'autres personnes qui ne sont pas hypersensibles, mais qui ont envie de comprendre le sujet, qui ont envie peut-être d'adapter leur management, leur communication. Voilà, c'est ouvert. Maintenant, on va dire pour un but pédagogique, je risque parfois d'avoir des raisonnements un petit peu binaires entre les personnes hypersensibles d'une part, les autres d'autre part. Je m'en excuse par avance, mais c'est vraiment pour un but, on va dire, pédagogique. Et parce que je pense qu'on a parfois, quand on découvre son hypersensibilité, on a besoin de mettre des mots
clair sur des ressentis pour ensuite s'approprier sa façon d'être hypersensible et se détacher un petit peu de catégories. Ensuite, un autre point important pour moi, c'est en fait de dire que tout le monde est sensible. Par nature, on est des êtres humains, donc on a des sens, des capteurs, des émotions, donc on est sensible. Il n'y aurait pas les hypersensibles d'un côté et les autres qui ne sont pas sensibles de l'autre. Chaque personne est sensible. Maintenant, il est possible que certaines personnes soient plus sensibles et que certaines personnes soient plus ou moins coupées de leurs émotions, de leurs ressentis, au profit du mental ou parce qu'à un moment donné dans leur vie, elles se sont coupées de leurs émotions parce que c'était nécessaire. Donc voilà, avant d'être hypersensible ou pas hypersensible, on est un être humain. Et ça, c'est important voilà, de l'avoir en tête. Même si là, on va évoquer l'hypersensibilité, il y a autant de façons de vivre son hypersensibilité que de personnes hypersensibles. Alors, pardon. Si vous voyez encore mes documents, est-ce que, Kelly, vous pouvez me dire si... j'ai l'impression que les documents sont en... Voilà, excusez-moi, il y a un petit problème avec les documents. Alors, je vais commencer par quelques précisions sur l'hypersensibilité. Premièrement, quelle est son origine? Alors, je pense, et pas mal d'auteurs sont d'accord aussi, qu'il y a toujours eu des personnes hypersensibles. Hein. C'est simplement en fait que la notion a été théorisée assez récemment, il y a une trentaine d'années, et a pour origine une psychologue américaine qui s'appelle Helen Aron et qui a donc fait des recherches, théorisé la notion de l'hypersensibilité auprès de ses étudiants, auprès de ses clients, et a constaté qu'il y avait des personnes qui étaient plus réceptives à certains stimuli que d'autres. Et donc, c'est Helen Aron, en fait, qui a théorisé la notion. En anglais, c'est highly sensitive person, donc highly qui veut dire très haut, hautement sensible, et qui a ensuite été traduit en France par la notion d'hypersensibilité. Et donc, il y a pas mal d'auteurs qui considèrent, et je trouve aussi que c'est le cas, que le terme hypersensible, hyper laisse penser à quelque chose de trop, en excès, comme s'il y avait un problème. Et c'est pour ça que certains auteurs, notamment en France, vont utiliser des termes comme hautement sensible, ultra sensible, ultra lucide. Donc, cette notion a été théorisée par Helen Aron, qui a écrit pas mal de livres là-dessus. Après, comment savoir si on est hypersensible? Je vais vous expliquer après ce qu'est l'hypersensibilité. Alors, il n'y a pas de choses qui sont... il n'y a pas en fait de test type pour l'hypersensibilité. Il n'y a pas de label qui préciserait d'être hypersensible ou non. Maintenant, il y a pas mal d'indicateurs dont je vais parler aujourd'hui. Et il y a aussi un test qui a été élaboré par Helen Aron, que vous pouvez retrouver facilement sur Internet et dans son livre, avec une liste de questions, une vingtaine de questions, pour lesquelles vous pouvez répondre par oui ou non. Et en fonction du nombre de résultats, eh bien, on va considérer qu'on est a priori hypersensible. Mais le nombre de résultats n'est pas un indicateur figé de l'hypersensibilité, c'est simplement un moyen d'avoir des pistes d'exploration de sa propre hypersensibilité. Donc ça, c'est un test que vous pourrez trouver facilement sur Internet. Ensuite, il y a pas mal de notions qui peuvent être proches de l'hypersensibilité, à ne pas confondre. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais c'est tout ce qui a trait à la neurodiversité, notamment le fait d'être haut potentiel intellectuel. Là, le haut potentiel intellectuel ou le surdoué, le zèbre, il faut passer un test de quotient intellectuel
Et en fonction du résultat, eh bien, si on a un QI à partir de 130, on va être considéré comme haut potentiel intellectuel. Et lorsqu'on est haut potentiel intellectuel, on est a priori en général hypersensible. Pour autant, on peut être hypersensible sans être haut potentiel intellectuel. Donc voilà, c'est des notions qui parfois sont mélangées, mais voilà, ayez en tête que l'hypersensibilité peut se vivre, on va dire, seule, sans être inscrite avec un haut potentiel ou d'autres formes de spécificité. Encore un point important, c'est que l'hypersensibilité n'est pas une pathologie, n'est pas une maladie. Euh, et c'est a priori, donc il y a pas mal de recherches qui convergent là-dessus, c'est quelque chose de génétique, héréditaire. Donc ce n'est pas un choix et on est avec l'hypersensibilité et on part avec son hypersensibilité. Donc autant l'apprivoiser. Et en ce moment, c'est vrai qu'il y a pas mal d'engouement autour de l'hypersensibilité. On considère que la population d'hypersensibles est entre 20, 25, 30%, ce qui est quand même énorme. Et il y a de plus en plus en fait d'écrits sur cette notion. Notamment parce que je le disais, comme ça a été théorisé dans les années 90 par Hélène Aron, eh bien, le temps que cela arrive en France, ça commence à être de plus en plus connu et aussi en lien avec la situation que l'on vit actuellement. Beaucoup de personnes, en fait, ont découvert leur hypersensibilité parce qu'elles se sont retrouvées face à elles-mêmes et ont donc pu prendre conscience qu'elles avaient une forme de sensibilité qu'elles n'écoutaient pas auparavant du fait de stimulation, du fait d'un emploi du temps chargé, etc. Donc, je pense que la période actuelle également que nous vivons, avec les confinements notamment, il y a quelque chose en fait de l'ordre du contexte en fait qui favorise les prises de conscience. Et on a aussi une autre forme d'intelligence, l'intelligence émotionnelle, où là, vous avez un test particulier à passer. Également, on est plutôt sur l'ordre de 2% de la population, comme les personnes à haut potentiel. Et en général, quand on est haut potentiel émotionnel, on est aussi hypersensible. Donc voilà, si je devais résumer ce que j'ai dit, c'est que l'hypersensibilité a toujours existé. A priori, c'est quelque chose d'héréditaire et ce n'est pas parce qu'en fait, on ne se sent pas hypersensible qu'on ne l'est pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes hypersensibles, puisqu'on vit dans un environnement qui est plutôt hyposensible, qui se sont coupées en fait de leurs émotions et qui ne sont pas forcément au courant de leur hypersensibilité. Donc voilà pour tout ce qui est introduction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai en fin de webinaire. Mon autre intention, en fait, avec ce webinaire, c'était d'éclairer un petit peu et de déconstruire l'idée que l'on a de l'hypersensibilité, notamment dans l'inconscient collectif. En fait, très souvent, on confond l'hypersensibilité. En fait, on identifie le fait d'être hypersensible avec le fait d'être en permanence submergé par ses émotions. Donc là, vous voyez des photos que j'ai prises d'articles qui illustraient des articles sur l'hypersensibilité. J'ai pas eu énormément de mal à les trouver. Donc si on regarde ces photos, a priori, quand on est hypersensible, on est plutôt une femme, on est plutôt triste et ça ressemble plus à des pubs pour les migraines que des illustrations sur l'hypersensibilité. Et j'en profite du coup pour vous proposer un petit sondage auquel vous pouvez répondre sur la droite. Donc vous avez chat participant et juste en dessous, vous avez le bouton sondage. Et je vous envoie donc un petit sondage sur le ratio homme-femme sur l'hypersensibilité. Si, d'après vous, il y a plus d'hommes, plus de femmes, ou est-ce que c'est égal entre les hommes et les femmes?
Alors, je partagerai vos retours par la suite. Je vous laisse un petit peu de temps. Donc voilà, dans l'inconscient collectif, être hypersensible, c'est souvent associé à l'hyperémotivité et également à des émotions, en fait, comme de la tristesse, de la colère, alors qu'en fait, les émotions sont variées et qu'on a également des émotions de joie, des énergies, on va dire, plus joviales, qui font partie du spectre de l'hypersensibilité. Donc, une autre photo, là, pour étayer de nouveau un article sur l'hypersensibilité. La personne a l'air vraiment en difficulté. Donc, pour moi, ce sont en fait des illustrations qui montrent ce qu'est l'ombre de l'hypersensible. Ça ne veut pas dire que quand on est hypersensible, on ne peut pas être dans cet état, d'ailleurs, même si on ne l'est pas. Mais en revanche, c'est plutôt dans l'ombre, c'est-à-dire quand on vit mal son hypersensibilité, quand on est en zone d'hyperstimulation, de stress et de suradaptation. Alors, il y a plus d'hypersensibles. Au niveau des réponses, 44%, le rapport est équivalent. Je vais fermer les votes et vous les partager. Alors, c'est intéressant parce que alors, vous penchez plus sur rapport équivalent et seulement 2% diraient qu'il y a plus d'hommes. Donc, dans l'inconscient collectif, on peut associer l'hypersensibilité parfois au féminin. Encore une fois, je suis désolée si je fais des espèces de raccourcis un petit peu caricaturaux, mais il y a autant de personnes hypersensibles chez les hommes que chez les femmes, ce qui a du sens puisque je vous disais tout à l'heure en fait que l'hypersensibilité était plutôt héréditaire puisque c'est quelque chose de physiologique en lien avec notamment votre cerveau. Donc là, j'en parlerai tout à l'heure. J'en profite également pour vous proposer un autre sondage pour connaître les raisons de votre inscription. Donc, je vous laisse de même y répondre juste en dessous du chat. Donc voilà, mon idée, c'est un petit peu de déconstruire ce qu'on imagine être hypersensible, notamment dans le monde de l'entreprise où il est encore parfois difficile d'évoquer les mots émotion, sensibilité. Alors si on associe hypersensibilité, on a parfois l'impression de dire un gros mot. Donc voilà, et je pense qu'en fait, l'imaginaire collectif autour de l'hypersensibilité, il n'y est pas pour rien. Et puis, autre chose, c'est que souvent, on confond la sensibilité avec de la faiblesse. Voilà. Donc, clairement, c'est différent. Hein. Le fait d'être sensible, je vous le disais tout à l'heure, c'est une qualité humaine. Chaque personne est sensible du fait d'être une personne humaine. Alors, pour vous montrer d'autres exemples, j'ai fait un rapide montage sur d'autres personnes hypersensibles auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, mais il y a énormément de personnes hypersensibles dans le domaine artistique. Donc là, j'ai mis Proust, de scientifiques, j'ai aussi mis Lucky Luke ou des films qui peuvent parler à des personnes hypersensibles. Et donc là, pour moi, ça ne veut pas dire qu'en fait, si on est hypersensible, on doit être artiste, on doit créer quelque chose, mais il y a aussi une autre façon de voir la sensibilité, une autre façon de voir l'hypersensibilité. Et là, pour moi, c'est plutôt dans l'hypersensibilité du point de vue de la lumière, en fait, de personnes qui ont exprimé leur sensibilité et qui ont permis à d'autres bien de ressentir des choses grâce notamment à leur œuvre, leur message, etc. Alors, je vais fermer les votes sur le précédent sondage et vous partager les résultats. Donc, a priori, donc vous êtes plus nombreux à penser être hypersensible et un tiers à être hypersensible. Donc, j'espère qu'à la fin de ce webinaire, vous allez pouvoir redéfinir, en tout cas avoir des idées peut-être plus claires sur le fait ou non d'être hypersensible pour ceux qui pensent l'être. Et j'en profite pour faire le lien avec cette image de l'hypersensibilité qui est plus riche, selon moi, que l'hyperémotivité, de vous partager une citation de Proust.
Nous goûtons les fines musiques, les beaux tableaux, mille délicatesses, mais nous ne savons pas ce qu'elles ont coûté à ceux qui les inventèrent d'insomnie, de pleurs, de rires spasmodiques, d'urticaire, d'asthme, d'épilepsie, d'une angoisse de mourir qui est pire que tout cela. Alors, sans aller jusqu'à l'angoisse de mourir, c'est aussi pour vous faire prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses en fait qui nous maintiennent en vie, qui nous rendent heureux, surtout pendant cette période de crise, qui sont le fruit de la sensibilité, pas forcément de l'hypersensibilité, mais de la sensibilité. Ensuite, alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Sur des points clés qui vont vous permettre, je l'espère, de comprendre un petit peu mieux l'hypersensibilité. Donc, ce n'est pas du tout exhaustif et vous n'avez pas besoin de remplir forcément tout ce que je vais dire pour être hypersensible, mais voilà, si ça résonne beaucoup, a priori, c'est que voilà, il y a un lien. Alors, le premier point auquel on ne pense pas forcément, c'est la sensorialité. Je vous montrais tout à l'heure les images qui sont plutôt dans tout ce qui est émotion, alors de l'émotion qui peut résulter de cette sensorialité, mais le point vraiment essentiel, c'est la sensorialité, c'est ce qu'on appelle l'hyperesthésie. C'est le fait d'avoir les sens, donc pas forcément les 5 sens, mais 1, 2, 3, plus développés, une forme d'acuité sensorielle plus forte chez les personnes hypersensibles que chez celles qui ne le seraient pas. En fait, faut imaginer que la personne hypersensible a comme des antennes, des capteurs par lesquels elle reçoit beaucoup d'informations et ces informations ne sont pas filtrées avant qu'elle ne les ait reçues. Un exemple, au travail, si vous êtes en train de travailler et qu'il y a une conversation derrière vous qui n'est pas forcément à un niveau sonore élevé, mais que vous entendez ce bruit de fond, ce bruit peut vous perturber et vous gêner au point de vous déconcentrer dans votre travail, dans la conversation que vous pouvez avoir avec quelqu'un qui, même si le niveau sonore serait plus élevé dans votre conversation. Donc, on retrouve aussi une sensibilité aux lumières, aux fortes lumières, aux lumières qui ne sont pas naturelles, au toucher, certaines matières. J'ai envie de dire que le pire pour une personne hypersensible, c'est de porter un pull en laine qui gratte avec une étiquette dans le dos et quelqu'un qui parle derrière pendant qu'il essaie de se concentrer. Voilà, vraiment une forte sensorialité. Et c'est pour ça que si vous ressentez beaucoup de choses et que quelqu'un va vous dire mais ne fais pas attention, si vous êtes hypersensible, ça n'a pas de sens parce qu'en fait, vous ressentez les choses de manière plus intense. Donc, c'est comme dire à quelqu'un ne vois pas ou n'entend pas, puisqu'en fait, c'est lié au sens. On n'a pas forcément la main dessus. Après, on peut créer des contextes et essayer de se recentrer pour avoir un calme intérieur, mais on ne peut pas demander à quelqu'un de voir, à quelqu'un qui voit de ne pas voir. Donc voilà, moi je compare parfois l'hypersensibilité à un Wi-Fi public. C'est un peu comme si on se connectait au Wi-Fi public et qu'on recevait un tas d'informations qu'on n'avait pas forcément choisies. Et c'est ce qui peut mettre en état en fait d'hyperstimulation, puisqu'à la fin de la journée, on a reçu énormément, on a perçu beaucoup de subtilités, parfois même impalpables dans la journée. Donc, c'est très important d'imaginer quand on est hypersensible une espèce de balance entre d'une part ce que l'on reçoit en termes de stimuli et de l'autre côté la façon dont on va se recharger. Voilà, alors j'avais mis quelques photos. Typiquement, ce genre d'environnement, alors je suis désolée s'il correspond à un environnement de travail de certaines personnes, mais toute la journée, par exemple, ça peut être difficile pour un hypersensible d'être dans une salle de réunion comme celle sur la droite avec cette lumière, ou d'être dans un open space avec plein de choses qui traînent, des fils dans tous les sens. Il faut un peu imaginer. Parfois, il y a des hypersensibles qui ont ce qu'on appelle une hypersthésie aussi visuelle, qui ont un besoin que tout soit rangé autour d'eux pour pouvoir se concentrer. Donc moi, ça m'arrivait par exemple au travail, quand j'étais salariée, parfois, je ne sais pas pourquoi j'avais ce besoin de ranger, de laver, d'ordonner.
mais je ne savais pas que j'étais hypersensible et donc je ne savais pas forcément mettre des mots là-dessus. La cantine aussi peut être très difficile à vivre quand on est hypersensible, puisque c'est un moment où il y a beaucoup de fonds sonores, de bruits sonores, de brouhaha, beaucoup de personnes, beaucoup d'informations, parfois peu de lumière. Moi, je sais que par exemple, c'était très difficile pour moi d'être dans un environnement où je ne pouvais pas ouvrir les fenêtres, où je sentais l'odeur de la moquette. Enfin, tout ce genre de choses, ça peut être difficile au travail. Et actuellement, avec le télétravail, ça peut être une des façons de réguler cette hyperstimulation. Donc voilà sur la sensorialité. Ensuite, sur tout ce qui est émotion. Il est vrai, quand on est hypersensible, on vit les émotions, toutes les émotions de manière plus intense. On peut être facilement touché par une personne, par un sourire, par un film, par un animal, par quelque chose parfois qui peut sembler anodin, mais qui va nous toucher. Moi, il m'arrive très souvent, quand je parle de quelque chose qui me tient à cœur, de pleurer. Et des fois, je me dis, mais pourquoi je pleure? Et en fait, j'ai arrêté d'essayer d'expliquer pourquoi. J'ai compris que ça me touchait tellement que j'étais comme une avec mon émotion. Et plus je l'accepte, ben plus ça passe, en fait. Il y a toute une espèce de théorie autour de gérer ses émotions. Et je pense que c'est pas forcément, enfin, c'est pas la voie. On gère pas une émotion, on gère pas une vague. Donc, une vague, on essaie de l'apprivoiser, de surfer dessus. Et une émotion, c'est une information, donc on ne doit pas la gérer, mais on doit déjà la recevoir et ensuite en faire quelque chose. Il y a beaucoup de personnes hypersensibles qui sont déconnectées de leurs émotions, qui ne les ressentent plus, qui sont beaucoup plus dans leur mental, ou alors qui vont juger leurs émotions. Et celles qui ne les ressentent plus, très souvent, c'est parce qu'à un moment donné, ça a été trop difficile pour elles d'avoir toutes ces émotions. Et pour survivre d'une certaine manière, elles se sont coupées de leurs émotions. Qu'on peut avoir aussi, quand on est hypersensible, une forme de cyclothymie entre être hyper joyeux un jour et hyper triste le lendemain, sans raison apparente. Donc il y a tout un travail autour d'arrêter le contrôle et d'accueillir ses émotions quand on est hypersensible, et notamment d'identifier les émotions peut-être que vous vous interdisez inconsciemment de vivre. Ça peut être la colère, ça peut être la tristesse, ça peut être la joie. Donc voilà, mais il y a, dans les deux cas, en fait, il y a un avantage et entre guillemets un inconvénient, c'est que parfois c'est lourd émotionnellement, mais parfois c'est très intense et ça nous permet de vivre des super moments, là où d'autres personnes vont être plus sur un émotionnel un peu linéaire. Le troisième point hyper important sur l'hypersensibilité, pour moi, c'est vraiment un point clé, c'est l'empathie, voire l'hyper-empathie. Naturellement, les personnes hypersensibles sont tournées vers l'autre, ressentent ce que peut ressentir l'autre, sont bienveillantes, veulent faire plaisir, se mettent à la place des autres. Dans le milieu professionnel, on parle très souvent de management bienveillant. Il y a des formations pour développer son empathie. Je pense que les personnes hypersensibles seraient les meilleures placées pour transmettre l'empathie aux personnes qui le sont moins, à supposer que ces personnes hypersensibles aient une bonne conscience d'elles-mêmes et savent en fait différencier ce qui leur appartient et ce qui ne leur appartient pas. C'est un des points clés aussi par rapport à l'empathie. Parce qu'en fait, quand on est hypersensible, parfois on peut avoir du mal à déterminer les émotions qui nous appartiennent et celles qui appartiennent aux autres. Parce qu'on ressent tellement ce que peut ressentir l'autre. Alors, pas tous, hein, il y a différentes formes d'empathie. On peut avoir une empathie émotionnelle. C'est-à-dire que l'autre n'a pas besoin de parler, mais je vais ressentir son état émotionnel. Ou une personne va me dire tout va bien, mais je sens qu'il y a une dissonance entre ce qu'elle me dit et ce que je ressens à un niveau émotionnel. Il y a aussi une empathie physique. Certaines personnes vont ressentir dans leur corps ce que l'autre peut ressentir, et même une empathie, j'ai envie de dire, plus subtile, où on peut ressentir certaines énergies dans un lieu, ne pas se sentir à l'aise sans savoir pourquoi, ou tout simplement ressentir des tensions dans une pièce sans qu'on ait l'historique. Donc l'hyper-empathie,
c'est vraiment un cadeau, mais ça peut aussi être un fardeau. Et c'est pour ça qu'il est important quand on est hypersensible, mais là, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, de faire de dissocier ce qui vous appartient et ce qui vous appartient pas. Et aussi, pour cela, de mettre des limites. Parce que très souvent, en fait, et c'est pour ça, je pense que beaucoup d'hypersensibles ne sont pas épanouis, c'est que les personnes hypersensibles sont plus tournées vers l'autre que vers elles-mêmes. C'est tellement naturel pour elles de vouloir aider l'autre, de ressentir ce que l'autre ressent, de se mettre à sa place, qu'elles peuvent parfois être dans une position de sauveur envers l'autre. Donc ça, je vous renvoie, si ça ne vous parle pas, au triangle de Karpman. Je ne pourrais pas trop détailler, mais elles ont parfois plus d'intérêt pour l'autre que pour elles. Et donc, tout le challenge pour justement exprimer son potentiel, c'est de développer de l'auto-empathie, de l'empathie pour soi, ce qui est parfois très difficile, notamment pour les personnes hypersensibles qui n'ont pas forcément conscience de leurs limites relationnelles, émotionnelles, physiques, énergétiques. Ensuite, l'autre point, c'est les pensées. Donc, des pensées, on va dire, qui pop-up en permanence avec beaucoup d'informations. Ce qui, par exemple, si je dois organiser un dîner, je pense à ce que je dois acheter, je pense si telle personne ne vient pas, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Donc, ça peut aller très loin. Pour ça, parfois, les personnes hypersensibles ne sont pas forcément ancrées parce qu'elles sont beaucoup dans leurs pensées. Elles ont la partie du cerveau associée à ce qu'on appelle la pensée libre, qui est plus active que les autres personnes. Donc, ce qui est bien dans le milieu professionnel, notamment, c'est d'avoir des équipes avec des personnes qui ont cette pensée libre parce qu'elles vont avoir beaucoup d'idées. Elles vont en général être créatives avec des personnes qui ont des pensées plus linéaires, qui vont fonctionner étape par étape, sachant qu'il y a des avantages et des inconvénients dans chaque mode de pensée. Quand on est sur une pensée linéaire, parfois, on peut être un peu dans le contrôle ou trop rigide. Et quand on est dans une pensée un petit peu en arborescence, c'est riche, pardon, mais on peut avoir du mal ensuite à redescendre les choses de manière concrète et à agir. Beaucoup d'hypersensibles procrastinent parce qu'en fait, ils restent dans leur pensée. Les personnes hypersensibles aussi, l'autre point, ont le sens du détail, sont attirées par le beau. Quand je dis le beau, c'est pas l'esthétique, mais ça va être la nature, par exemple, ça peut être une belle fleur, ça peut être un regard, ça peut être une lumière. Elles sont très attentives aux détails et du coup, dans le travail, vont parfois être perfectionnistes. Alors parfois c'est super et parfois c'est à son propre détriment quand le perfectionnisme devient procrastination ou auto-sabotage. Mais en revanche, c'est des personnes qui vont avoir le goût du beau, le goût de l'harmonie. Les personnes hypersensibles adorent l'harmonie, ont beaucoup de mal avec le conflit. C'est aussi pour ça qu'elles ont du mal parfois à poser leurs limites parce qu'en fait, elles peuvent associer le fait de dire non à être en conflit. Donc il y a tout aussi un travail sur apprendre à dire non et apprendre à poser ses limites quand on est hypersensible. Et par exemple, sur le sens du détail, j'ai mis cette photo. Typiquement, quand je vois cette photo, je vois d'abord la petite lumière qui est au milieu, au-dessus des fleurs, avant de voir la personne qui tend les bras. Donc, je dis pas que les personnes qui ne sont pas hypersensibles ne voient pas ça, mais c'est un peu pour imager. Ça peut être entrer dans une pièce, tout est propre et il y a une plume par terre. Ben, quand on est hypersensible, on va plutôt d'abord voir la plume avant de voir que tout est propre. Et donc, ça me mène au dernier point qui est hyper important, qui est la créativité. Et c'est notamment pour ça que je pense qu'il y a vraiment un potentiel énorme quand on est hypersensible et qu'on a une carrière, qu'on soit salarié, qu'on soit manager, qu'on soit entrepreneur, parce qu'en fait, les personnes hypersensibles pensent en dehors des cases. Et donc, quand elles sont dans des environnements où tout est normé, tout est cadré, que ce soit des présentations, que ce soit des reportings, que ce soit des process, eh bien, elles sont un petit peu comme dans un environnement avec un mode d'emploi inversé de leur mode d'emploi naturel.
Et c'est pour ça que beaucoup de personnes hypersensibles ne se sentent pas forcément créatives parce que justement, elles n'ont pas l'espace pour que cette créativité soit exprimée. Elles sont souvent bridées. Donc, c'est important aussi dans le management ou dans les équipes ou même vous, dans votre vie personnelle, d'exprimer cette créativité. Et ça ne veut pas forcément dire faire de la poterie ou être artiste ou ce genre de choses. Hein. La créativité, c'est aussi une façon d'organiser ses idées, une façon de penser. Souvent, les personnes hypersensibles, quand elles expriment leur plein potentiel, sont des personnes qui sont visionnaires, qui pensent aux choses, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'elles ont des capteurs et qu'elles voient et perçoivent des choses que les autres ne perçoivent pas. Mais du coup, elles ont des idées que les autres n'ont pas, parce qu'en fait, elles voient certaines choses que d'autres ne voient pas ou ne perçoivent pas. Donc la créativité aussi à dédramatiser, c'est pas forcément artistique, mais ça peut être simplement des idées et enfin simplement, c'est déjà important, des idées. Et dans le monde professionnel, je pense que voilà, il y a énormément d'intérêt à s'entourer de personnes hypersensibles et de s'assurer qu'elles soient aussi dans un contexte où elles peuvent exprimer leur créativité parce qu'elles ont des idées que les autres n'auront pas. Donc voilà. Alors, je vois un petit peu les questions. J'y répondrai après sur les métiers. Euh, J'espère que la suite vous donnera des idées. J'y répondrai après, je pense. C'est une bonne question. Alors, un point maintenant sur les valeurs des personnes hypersensibles. Alors, encore une fois, il n'y a pas de mode d'emploi type. Si je suis hypersensible, je suis comme ça. Enfin, je fais aussi l'éloge de l'hypersensibilité parce que je pense que c'est une richesse, mais être hypersensible n'est pas un gage d'être une personne extraordinaire. Hein. En revanche, il y a quand même des choses qui ressortent des personnes hypersensibles que j'accompagne et des lectures que l'on peut faire sur le sujet, c'est au niveau des valeurs. Et je ferai le lien entre les valeurs de l'hypersensible et les valeurs du monde de l'entreprise ou du monde actuel. Très souvent, les personnes hypersensibles sont animées par des valeurs de justice, des valeurs de bienveillance, des valeurs d'universalisme. Ce sont des personnes qui ont besoin de contribuer, qui voient les choses de manière globale, de manière collaborative. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on a besoin de leaders, de managers, de collaborateurs, d'entrepreneurs hypersensibles, vraiment, surtout dans le monde, dans le changement de paradigme que nous vivons actuellement, où on voit bien que tout le mode de fonctionnement très vertical, principalement inspiré du patriarcat, ne fonctionne plus et qu'on a besoin de collaboration. Et donc, les valeurs des personnes hypersensibles, notamment l'empathie, la bienveillance, sont des valeurs qui sont vraiment naturelles pour les personnes hypersensibles, au point parfois qu'elles soient très touchées par des choses, par des injustices. Moi, je me souviens quand j'étais en école primaire, des jeunes jetaient en fait des cailloux avec une boule de neige autour sur une fille qui était un peu la risée de l'école. Ça m'avait fendu le cœur, j'étais allée la défendre en fait. Pourtant, j'avais le même âge qu'eux, mais j'ai tellement vécu ça comme si on me le faisait, parce que je pense que voilà, c'est un mélange d'hyper-empathie et de difficulté avec l'injustice. Ce qui fait que très souvent, il y a beaucoup de personnes hypersensibles qui ne se retrouvent pas dans le milieu professionnel où on peut avoir des valeurs qui sont plutôt politiques. Les personnes hypersensibles ont besoin de profondeur dans les échanges. Je pense qu'il n'y a rien de pire pour créer un lien avec une personne hypersensible, si vous la rencontrez, de lui demander ce qu'elle fait dans la vie, par exemple. Je pense que dans ce cas-là, la personne essaie de nouer un contact, mais la personne hypersensible va avoir du mal avec ce qu'on peut appeler le small talk. Elle aura besoin d'échanges profonds au niveau de l'être. Elle ressent assez facilement les masques portés par les autres. Et donc, dans l'environnement d'entreprise, ça peut être très dur pour elle. Elle peut se replier sur elle parce qu'elle n'aime pas le monde, l'enjeu ou le fonctionnement politique. Ce qui fait qu'elle peut avoir de nombreuses qualités, mais ne pas les exprimer, tout simplement parce qu'elle n'a pas envie de jouer au jeu implicite de l'environnement dans lequel elle évolue. Ce qui motive une personne hypersensible, c'est de mener une vie en accord avec ses valeurs, plus que, enfin, j'ai envie de dire tout le monde, mais encore plus quand on est hypersensible, ce qui est essentiel pour être épanoui professionnellement, c'est de questionner ce qui a du sens
pour vous. Et ça, le sens, même s'il y a des valeurs communes à l'hypersensibilité, on n'a pas de métier type pour le sens. C'est vraiment une question d'introspection, d'identifier vos valeurs, ce qui vous anime, plutôt que quoi, comment ou quel métier. Parce qu'en fait, le comment ou le métier, c'est une façon comme une autre d'exprimer quelque chose qui peut avoir du sens. Donc, par exemple, dans ma reconversion, j'ai changé de voie, mais je ne savais pas ce que j'allais faire, mais je savais que je voulais me sentir utile. Et je me souviens avoir dit à mon boss lorsque j'étais salariée que je n'étais pas utile. Il m'a dit, mais si tu es utile, fais tous les contrats pour les expats, sans toi, ils ne pourraient pas partir. Et là, j'ai compris que certes, j'étais utile pour l'autre, mais je ne me sentais pas utile. Et c'est vraiment important de dissocier vos compétences de votre ressenti ou de votre pourquoi profond. Ce n'est pas parce qu'on est compétent dans quelque chose que ça a du sens. Et ça, c'est vraiment une dissociation à faire entre le cœur et le mental, en fait. Parfois, on se dit, je suis bon dans quelque chose, mais si ça n'est pas aligné avec vos valeurs, a priori, il n'y aura pas de sens pour vous. Donc, très important de questionner son rapport au travail, de questionner ce qui a du sens pour vous. Les leviers de motivation, je pense que les personnes hypersensibles ont besoin d'être reconnues pour qui elles sont. Elles ont besoin de reconnaissance. Donc, quand on est manager d'une personne hypersensible, ça peut être autoriser la personne hypersensible à faire des erreurs, ne pas être trop rigide, laisser une porte ouverte à l'échange, laisser une porte ouverte aussi aux discussions sur comment tu te sens ou d'autres sujets de conversation sans aller dans l'intimité que le travail. Je pense qu'il y a beaucoup d'hypersensibles. Peut-être que les hypersensibles sont plus sujets au burn-out que les autres. Non pas parce qu'ils sont plus fragiles, mais parce qu'ils sont plus résilients, justement. Ce qu'ils veulent bien faire, j'ai dit, ils sont perfectionnistes, ils veulent aller au bout des choses, et en fait, parfois, ils s'épuisent. Donc, il y a une responsabilité en tant qu'hypersensible qui est de mettre des limites. Et de l'autre côté, quand on est en collaboration avec des personnes hypersensibles ou non, j'ai envie de dire, mais encore plus quand elles le sont, c'est de remercier. Alors, ça ne coûte rien et ça peut faire en sorte que les gens restent plus longtemps, de remercier pour ce qui est fait, pour le travail, pour la disponibilité. Une personne hypersensible a besoin de cohérence. Donc, si par exemple, vous avez une critique à lui faire constructive, c'est toujours intéressant de la faire au fil de l'eau et de ne pas attendre, par exemple, l'évaluation de l'année prochaine, parce qu'une personne hypersensible va questionner les choses parce qu'elle a besoin de comprendre. Elle va se dire, mais pourquoi il ne me l'a pas dit avant? C'est pas cohérent. Et elle va se sentir finalement mal à l'aise ou pas respectée. Donc, c'est important de faire des feedbacks au fil de l'eau et aussi de faire des feedbacks constructifs parce que les personnes hypersensibles peuvent prendre les choses à cœur, comme elles sont très exigeantes envers elles-mêmes. Donc, d'avoir des critiques qui soient plus sur le comportement plutôt que sur la personne. Et en tant qu'hypersensible, notre responsabilité aussi, c'est parfois de prendre du recul sur ce que peuvent nous dire d'autres personnes et de se dire que ça ne nous définit pas et de ne pas le prendre personnellement. Là, je renvoie aux 4 accords Toltec, ne pas en faire une affaire personnelle. Ça peut aider quand on est hypersensible parce qu'on peut prendre les choses plus à cœur. Et aussi, parfois, si vous êtes en lien avec quelqu'un qui est très en colère, se dire peut-être votre perception est 10 fois plus élevée que sa colère, en fait. Donc voilà. Alors, les risques quand on est hypersensible, c'est d'être dans un environnement de travail qui favorise votre hyperstimulation avec donc beaucoup de bruit, beaucoup de nuisances. Le risque aussi, c'est de ne pas savoir dire non, de ne pas mettre de limites et de vous épuiser. Donc là, ce que je conseille, c'est de mettre des temps de pause entre vos réunions, de fixer des limites. Mais pour un hypersensible, fixer des limites pour fixer des limites, ça n'a pas de sens parce il risque d'associer la limite au conflit, comme je le disais. Donc pour mettre des limites, il faut d'abord se connaître ses besoins, travailler sur votre estime. Et grâce à ça, vous allez vous respecter, vous dire, ben non, au-delà de ça, c'est contraire à mon besoin, donc c'est non. Mais ça ne va pas être non pour être non. Ça va être non pour vous respecter. Donc moi, par exemple, quand j'étais en entreprise, très souvent, j'allais déjeuner seule, me balader dans la nature, lire un livre. Il est conseillé, si on veut être épanoui, de se mettre des sas de décompression au cours de la journée pour justement
vider un petit peu la jauge qui est remplie en permanence, même si on ne l'a pas décidé. Et là, je vais terminer là-dessus. Donc, les voies d'épanouissement. Alors, beaucoup d'hypersensibles quittent l'entreprise pour créer leur activité. Je pense qu'on peut, alors typiquement, ça a été mon cas, mais je pense qu'on peut être hypersensible et être heureux en entreprise. Et c'est aussi une question d'adéquation entre vos valeurs personnelles, les valeurs de l'entreprise. Et c'est une question de voir ce sur quoi vous avez le contrôle, c'est-à-dire si vous avez des points sur lesquels vous pouvez moduler votre environnement professionnel, de communiquer avec vos managers sans forcément dire je suis hypersensible, point, parce que la personne ne va pas forcément comprendre, mais exprimer par exemple que vous avez besoin de temps pour être seul, demander, je sais pas, du télétravail, ce genre de choses. Et je pense qu'à terme aussi, les entreprises vont avoir des environnements de travail qui soient plus adaptés aux besoins, j'ai envie de dire, des personnes hypersensibles, mais pas seulement, parce qu'en fait, il faut comprendre que ce qui convient peut-être à 75% des gens, mais qui ne convient pas aux personnes hypersensibles, notamment l'environnement surchargé, etc., ça ne leur convient vraiment pas et ça peut les mettre dans des situations d'inconfort. En revanche, ce qui convient aux 25% d'hypersensibles convient aux 75% autres. C'est-à-dire que personne, a priori, ne sera dérangé par un environnement de travail lumineux, par de l'espace, par de la nature, par des relations sincères, authentiques. Qu'en fait, il y a aussi, je pense, un aménagement dans les deux sens et de se dire si ce qui impacte profondément les hypersensibles d'une manière difficile, si on change cela et qu'en fait ça rend service à tout le monde, pourquoi pas? Enfin, je suis pas en train de faire une dictature de l'hypersensibilité, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on est en minorité que si on changeait certaines choses, ça ne fonctionnerait pas pour tout le monde en fait. Il y a des études aussi qui montrent que les personnes hypersensibles sont plus réactives aux environnements défavorables, donc vont être plus stressées que les autres, mais en revanche, elles vont être plus productives dans les environnements qui sont favorables. Ça marche en fait dans les deux sens. Donc voilà, il y a plusieurs voies. Comme je le disais, il y a l'entrepreneuriat, mais pas que. On peut très bien vivre son hypersensibilité au travail. Je pense qu'il y a aussi on peut être leader et être hypersensible, être leader et se faire respecter et être hypersensible. Et que le sensible de manière générale, l'émotion, la bienveillance, le sens en fait surtout, a sa place en entreprise. Et c'est aussi pour ça, avec Gérézo, qu'on propose des formations pour les entreprises en intra sur ces sujets, parce que c'est aussi quelque chose qui doit être adapté à la vision de l'entreprise. Et voilà. Et je terminerai, avant de répondre aux questions, par une citation de Fabrice Midal. Rien d'exceptionnel ne se crée sans sortir du cadre de la conformité, sans utiliser la puissance de l'hypersensibilité qui dépasse en possibilité tout ce que la raison, la logique et les théories sèches auraient à nous proposer. Donc voilà, je pense que la sensibilité, l'expression de sa sensibilité en entreprise, au travers du sens, au travers des valeurs, a un bel avenir et j'espère y contribuer. Et voilà, ici, vous avez donc tous mes contacts si jamais vous me posez des questions, si vous voulez avoir aussi connaissance des accompagnements que je propose hors entreprise, mais pour les particuliers, n'hésitez pas si je ne peux pas répondre à tout le monde ici. Alors, les HPI, je vais répondre aux questions. Donc, Kelly de Gérézo a gentiment synthétisé les questions. Donc, je vais répondre à celles qu'elle va me transmettre. Donc, je vais peut-être pas répondre à toutes les questions, mais j'espère que ça va vous éclairer. Donc, les HPI au potentiel intellectuel sont réputés être souvent hypersensibles. Est-ce vrai dans le sens inverse? Donc, ce que je disais tout à l'heure, les personnes au potentiel intellectuel, en général, sont hypersensibles. Ça va avec. Même si elles n'ont pas l'impression de l'être, en général, elles sont hypersensibles. On peut être hypersensible sans être au potentiel intellectuel. Ce que je disais tout à l'heure, il y a 2% de la population à peu près qui est au potentiel intellectuel, 20-25% hypersensible. Donc, on voit bien que ça coïncide pas. Pour le savoir, il faut passer un test de QI. C'est ce que j'ai fait. C'est là que j'ai compris que j'étais au potentiel intellectuel. Et ensuite, ça m'a ouvert la voie de l'hypersensibilité. Mais on peut
très souvent, on est hypersensible sans être au potentiel. Autre question, une personne hypersensible a-t-elle plus de risques de faire un burn-out? Alors, encore une fois, je vais répondre de manière générale. Je suis désolée pour. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de réponse type, hein. Tout est question de cas par cas. Mais globalement, je dirais oui. Pourquoi? Parce que, ce que j'ai dit tout à l'heure, une personne hypersensible, elle ressent beaucoup plus le stress, les stimuli, et elle a besoin de reconnaissance. Et ce qui aussi mène très souvent au burn-out, c'est la suradaptation, c'est-à-dire la mésécoute de son corps, ce qui peut arriver quand on est hypersensible, parce que c'est tellement lourd qu'en fait on se coupe, on n'est que dans le mental. Donc si on a beaucoup de stimuli, qu'on ne les écoute pas, qu'en plus on a besoin de reconnaissance et qu'on est dans un environnement de travail qui ne nous le donne pas ou peu, il est vrai que les personnes hypersensibles sont très souvent sujettes plus souvent au burn-out parce parce qu'elles se suradaptent et qu'elles veulent bien faire encore plus parfois que les autres. Et donc, c'est aussi parce qu'elles sont plus résilientes qu'elles arrivent au burn-out, parce qu'elles ne s'écoutent pas forcément. D'où l'intérêt, quand on est hypersensible, de connaître ce qui vous ressource, ce qui vous fait, ce qui vous donne du plaisir, ce qui vous fait plaisir. Donc, très souvent, c'est la nature, c'est ce que j'appellerais des vibrations hautes, de joie, d'amour, de créativité. Donc, et ce qui peut aider pour éviter le burn-out, c'est de privilégier aussi votre corps, parce que très souvent, les personnes hypersensibles sont plus dans leur mental que dans leur corps, ce qui peut sembler bizarre, parce que justement, je dis qu'elles ont un fort ressenti au niveau des sens, mais justement, parfois, elles ont désinvesti leur corps. Donc, avoir une activité en rapport avec le corps, retrouver aussi un silence intérieur en faisant des pauses, etc., peut prévenir, en tout cas, on peut imaginer que ça peut éviter le burn-out en partie. Et puis aussi, mettre des limites dans les relations, parce que parfois, il y a des relations professionnelles déséquilibrées où la personne hypersensible ne saura pas poser de limites et va elle-même, d'une certaine manière, être responsable du burn-out. Alors, comment on peut faire la différence entre une personne hypersensible et une personne hyper émotive? Je dirais que ça serait peut-être au niveau de. C'est une bonne question, merci. Au niveau des sens. Parce que hyper émotive, on imagine que c'est plutôt dans l'émotionnel. Quand on est hypersensible, on a cette intensité émotionnelle, mais on a aussi cette forte capacité à ressentir des subtilités, à ressentir, à être impacté par du bruit, par des lumières, par des matières. Donc, je pense que c'est plus au niveau sensoriel. Si on a cette acuité sensorielle et émotionnelle, on est plutôt hypersensible. Si on est surtout dans une intensité émotionnelle, on est plutôt hyper émotif ou émotive. Doit-on choisir son métier en fonction de notre côté hypersensible? J'ai envie de dire que ça dépend. Doit-on? On ne doit rien, en fait. Ça dépend de soi et de ses priorités, de vos priorités. Pour ma part, je pense qu'on ne peut pas ignorer son hypersensibilité dans son métier. Donc, ce n'est pas forcément un facteur de décision, mais c'est au moins un facteur d'aménagement. Puisque je le disais tout à l'heure, il y a énormément de valeurs, de besoins liés à l'hypersensibilité. Et si vous êtes dans un environnement qui est à l'opposé de vos besoins, vous ne serez pas forcément épanoui. Donc, moi, en tout cas, c'est mon choix. C'est de le prendre en compte. Alors, je n'ai pas choisi, par exemple, mon métier en fonction de mon hypersensibilité. En tout cas, j'en avais pas conscience. Mais il est vrai qu'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté l'entreprise, c'est parce que j'étais trop impactée par l'environnement. Et j'avais besoin de me sentir utile. Donc, j'ai envie de dire, on ne doit rien. Mais si on a envie d'être épanoui, à minima, on va investiguer son hypersensibilité et essayer de la prendre en considération. Comme je disais, les personnes hypersensibles ont besoin de sens, et notamment dans le côté pro. Donc, ça peut être une belle voie d'épanouissement, parce que de nombreux hypersensibles ne rentrent pas dans des cases et justement vont créer leur propre, je n'ai pas envie de dire case, mais leur propre chemin, et vont s'épanouir plus facilement
en choisissant des métiers en fonction de leur hypersensibilité. Et voilà, je ne peux pas répondre pour vous, Cécile, c'est à investiguer. Comment gérer son hypersensibilité? Alors, autre question de Stéphane, comment gérer son hypersensibilité au quotidien? Quel accompagnement? Alors, comment gérer son hypersensibilité? Je pense qu'on ne gère pas son hypersensibilité, mais on la découvre, on l'apprivoise, même si je comprends le sens de la question. Ce qui va vous aider, c'est d'apprendre à vous connaître et dans un premier temps, de réduire cette hyperstimulation que vous pouvez éprouver et d'avoir des moments de ressourcement, des moments de calme, des sas de décompression avant de sortir, vous ancrer un petit peu, écrire aussi parce qu'on a beaucoup de pensées, donc poser un petit peu tout ce qu'on a en tête, accepter sa vulnérabilité aussi. Donc, quel accompagnement, c'est la suite de la question. Ça va vraiment dépendre de vos besoins, en fait. C'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on doit faire une thérapie. Pas, comme je disais, c'est pas un problème en soi. Mais l'accompagnement, pour moi, c'est bien, au moins au début, quand on ne connaît rien à l'hypersensibilité, d'être accompagné par une personne qui est hypersensible ou de lire des choses sur le sujet pour ensuite avoir des connaissances avisées. Donc, tout dépend de vos besoins et de votre personnalité. Ça peut être une thérapie, ça peut être du coaching. Je pense qu'on ne peut pas mettre de côté l'aspect corporel et émotionnel, qui est quand même un point hyper précis, enfin hyper fort chez les personnes hypersensibles. Donc, un accompagnement uniquement basé sur le mental quand on est hypersensible, si on se dirige vers ça, à mon avis, on se restreint des possibilités. Fanny, quel test de QI conseillez-vous? Alors pour le QI, il me semble qu'il y a un test pour les adultes qui s'appelle WAIS, alors je ne sais pas comment on le prononce, WAIS 4, il me semble. Enfin voilà, c'est le test officiel à vérifier parce qu'il y a des noms différents selon les adultes ou les enfants. Mais c'est le test en fait qui est officiel, qui va calculer votre quotient intellectuel, mais c'est pas le test de l'intelligence émotionnelle. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Kelly. Est-ce qu'un événement douloureux peut renforcer l'hypersensibilité? Question de Laurence. Merci beaucoup pour cette question. Je pense que oui, peut la renforcer ou peut l'inhiber, en fait. Ça dépend. Mais comme je disais, l'hypersensibilité en soi, c'est pas le problème, mais c'est dans l'enfance, très souvent, beaucoup d'hypersensibles ont été bridés, ne sont pas sentis suffisamment autorisés à exprimer leur personnalité. L'hypersensibilité, comme je disais, c'est héréditaire, donc on peut très tôt ressentir le stress de ses parents, ressentir les conflits, ressentir des ambiances. On a besoin de sécurité intérieure encore plus quand on est enfant hypersensible. Donc, c'est vrai que certains schémas dans l'enfance peuvent entraîner des failles dans l'estime et du coup renforcer l'hypersensibilité et se connecter à sa propre sensibilité. Donc, ça peut la renforcer, mais ça peut aussi l'inhiber. En tout cas, et ce qui est sûr, c'est qu'on vit les choses de manière plus intense et plus subtile. Donc, il y a forcément un impact quand il y a un événement douloureux. Et c'est aussi accepter que peut-être vous n'allez pas réagir de la même façon qu'une autre personne. Je pense, par exemple, à une rupture amoureuse. Il y a beaucoup d'hypersensibles qui mettent plus de temps que d'autres à s'en remettre. C'est OK, en fait, ça dépend de chaque personne. Alors, une autre question, comment bien s'intégrer dans une équipe qui n'ont pas l'air hypersensible? Alors, bonne question, très bonne question. Alors déjà, j'ai envie de dire, des fois, c'est pas parce qu'on n'a pas l'air qu'on l'est pas. Première chose, à mon avis, c'est vraiment d'apprendre à se connaître et d'apprivoiser un petit peu votre hypersensibilité avant d'essayer quoi que ce soit, parce qu'en fait, si vous ne connaissez pas, vous allez pas savoir communiquer. Donc, vous aurez des difficultés à communiquer. Donc, apprendre à vous connaître, apprendre à communiquer, notamment avec la communication non violente.
Essayez d'avoir des échanges individuels avec les personnes de l'équipe où justement vous pouvez, comme on a cette empathie quand on est hypersensible, rentrer en connexion plus authentique avec l'autre sur des sujets peut-être plus personnels. Et aussi travailler, je dirais, sur votre estime pour apprendre à vous valoriser et à savoir vous mettre en valeur, à savoir montrer aussi votre potentiel. Et en fait, ça va dans les deux sens. Vous allez faire un travail sur vous et apprendre à communiquer, apprendre à exprimer certaines choses, mais l'équipe, idéalement, aurait aussi un travail à faire sur elle, sur ses propres émotions, sa propre connaissance d'elle-même. Et puis après, ça peut être par des moyens complètement détournés, ludiques, pour créer un lien en fait qui soit plus profond, plus authentique, sans masque, hein, sans jeu de mots, avec eux. Et parce que la personne hypersensible, quand elle est vraiment connectée à sa sensibilité, elle permet à l'autre de se connecter à sa sensibilité également. Donc voilà, bah, l'idée, c'est pas d'être en train de se raconter sa vie personnelle, mais je pense que voilà, l'axe de la connaissance de soi et de l'échange un petit peu personnalisé peut être une voie de créer des moments de connexion différents. Alors, une autre question. Beaucoup trop de questions, on va s'arrêter là. Ok, merci Kelly. Bah, écoutez, je vous remercie à tous pour votre participation. C'est très dense, hein, c'est un sujet qui n'est pas exhaustif. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail, mon site internet. Euh, voilà, renseignez-vous, voyez ce qui a résonné le plus chez vous et investiguez à votre façon. Et n'hésitez pas aussi à vous faire accompagner, à échanger avec d'autres personnes, parce qu'en fait, quand on met des mots sur ce qu'on ressent, on se sent moins bizarre et plus compris. Voilà, je vous remercie à tous. J'espère que ce webinaire vous a plu et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.